Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, est l'invité de 24 heures en question. 6 mois d'opposition dans la rue, une fronde au PS et une loi travail finalement adoptée grâce au 49.3. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement... Parmi les frondeurs de l'époque, Benoît Hamon. Depuis, il a fait de l'abrogation de la loi El Khomri l'un de ses arguments de campagne. Ce matin, il présentait son programme et au chapitre de la loi travail, il maintient son opposition, au moins en partie. Je l'ai dit, c'était un engagement depuis longtemps. Je remplacerai la loi travail par une nouvelle loi. Ce qui ne veut pas dire que je mettrai cette loi à la poubelle sans en garder les bonnes mesures. Ces bonnes mesures, selon Benoît Hamon, le droit à la déconnexion, le compte pénibilité ou encore le compte personnel d'activité. Pour le reste, c'est un autre programme avec cet objectif, notamment permettre une réduction du temps de travail des salariés. En échange, il propose une baisse des cotisations sociales patronales. Une nouvelle loi travail qui devra se faire, insiste-t-il, en concertation avec les partenaires sociaux. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors il est important qu'on vous entende sur les programmes économiques de nos principaux candidats. Même si vous ne me direz pas pour qui vous votez, vous ne me le dites pas. Non, on ne donnera pas de consigne. Bon, très bien. Comme d'habitude. Il fallait bien que je oui, la chance. bien sûr. Alors, parlons-nous simplement, hors question du revenu universel que je mets de côté et qu'il est en train de largement amender, on se dit quand même que en gros, tout dans le programme économique de Benoît Hamon pourrait vous convenir, en particulier cette abrogation de la loi El Khomri. Nous, on demande l'abrogation au moins des 4 ou 5 points qu'on a le plus contestés. Ce qu'on avait dit pendant le combat qu'on a mené contre la loi El Khomri, ou la loi travail, c'était à la fois l'inversion de la hiérarchie des normes, la médecine du travail, les licenciements, etc. Alors, on ne va pas demander l'abrogation par exemple, de l'amélioration sur la directive détachement. Enfin, bon, voilà. Mais oui, on continue à demander. D'ailleurs, rappelez-vous, j'avais dit à l'époque, attention, on en trouve une porte sur l'inversion de la hiérarchie des normes. On trouve parce que c'est uniquement sur le temps de travail. Et quand on voit certains programmes aujourd'hui, elle est complètement ouverte. Je ne veux pas vous piéger, mais est-ce que globalement, ce que vous entendez du programme qui a été annoncé aujourd'hui par Benoît Hamon va selon vous dans le bon sens? Moi, quand j'entends les mots d'ordre habituels de Force ouvrière, j'ai l'impression que oui. Il y a des points sur lesquels on est d'accord. Mon propos n'est pas de vous enfermer dans la candidature de Benoît Hamon. On se parle normalement. On se parle normalement. Par exemple, la réduction de la durée du travail aujourd'hui à 32 heures, c'est pas une revendication Force ouvrière. Clairement, on ne demande pas. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un jour une réduction de la durée de travail, c'est une tendance historique, etc. Mais ça ne fait pas partie de nos revendications aujourd'hui. Il propose aussi un chèque syndical pour lui et d'autres. Je crois que c'est M. Macron le deuxième. Oui. On n'est pas demandeur non plus. Donc, il peut y avoir sur tel ou tel programme des points qui correspondent à ce qu'on dit. Nous, on a fait, il y a un mois, on a sorti toutes nos positions, pas par rapport au programme, mais positions. Alors, on peut retrouver ici ou là, mais il n'y a pas un programme qui est un programme faux. 50% de commandes publiques aux TPE et aux PME. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est une bonne chose ? Favoriser les TPE et les PME, mais ça passe aussi pour nous depuis longtemps, quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir du patronat notamment, par des relations différentes entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. C'est-à-dire vous avez, par exemple, je prends un exemple, crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Vous avez des donneurs d'ordre, c'est des patrons de PME qui m'ont expliqué ça. Vous avez des donneurs d'ordre qui disent « Ah, au fait, vous avez perçu combien au titre du CICE ?» Et comme c'est le donneur d'ordre, l'employeur se sent obligé de répondre. Je dis n'importe quoi, 30 000 euros. Ben, vous nous en faites remonter la moitié. Voilà. Quand je dis remonter la moitié, c'est en baisse de prix, etc. Il y a une pression très forte. Donc, il faut qu'il y ait qu'on cadre mieux les relations donneurs d'ordre sous-traitants, y compris pour l'accès au marché public, oui. Les nationalisations temporaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible? Oui, on l'avait demandé, rappelez-vous, sur le dossier Florange, et on le demande encore aujourd'hui sur chantier naval STX à Saint-Nazaire. On n'est pas rassuré de la reprise par l'Italien, qui est l'État italien en fait, où il y a beaucoup d'interrogations sur cette entreprise. Donc, une nationalisation temporaire des chantiers navals, ça correspond effectivement, par exemple, à une de nos revendications. Ça coûte combien ? Je n'ai pas le chiffre en tête, franchement. Vous vous rendez compte ? Avec notre dette, quand on parle de nationalisation, on est sur des chiffres même temporaires. Yves Calvi, sur les chantiers navals, on est déjà propriétaire à plus de 33%. Oui, j'entends bien, donc, mais pas à 100%. Oui, mais non, pas à 100%, mais la nationalisation, ça démarre à 51. Oui. C'est la prise de contrôle totale, enfin pas totale, mais de la direction de l'entreprise. Je préfère ça à des transferts d'activité
demain de la France vers l'Italie, par exemple, ce qui est un risque. Mais ça veut dire qu'on injecte quand même 49% dans une entreprise. Oui, on injecte 16-17% dans une entreprise. Là. Je dois vous rappeler nos déficits ou oui, vous savez, un déficit, moi, je ne dis pas qu'il faut les faire, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Je le dis clairement. Il faudra expliquer ça à nos enfants et à nos petits-enfants qui vont payer nos dettes. Ça, pardonnez-moi, c'est le discours néoclassique. Ah, très bien. Économique. Je suis néoclassique. Non, mais qu'est-ce que ça... Non, mais j'appellerais plutôt ça du bon sens, mais je vous écoute. On est à combien de déficit public aujourd'hui, en taux, par rapport au PIB? C'est pas loin, au-dessus de 90%. Au-dessus de 90%, d'accord. Exactement. Et ça est dû à quoi, ces dernières années? C'est dû à la crise financière. Le déficit public, la dette publique, en France comme dans les autres pays, a explosé pour deux raisons. D'abord, c'est la crise financière de 2008 et des transferts de dette privée vers la dette publique. Ensuite, quand vous regardez les choses, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, en France comme ailleurs? On a interdit aux États d'emprunter à taux zéro auprès de leur banque centrale. Ce serait la BCE aujourd'hui. C'est là qu'on a commencé à emprunter aux banques. On a exigé... Bon, quand des calculs ont été faits, notamment par des économistes et l'Organisation internationale du travail, si vous prenez le cas de la France, la somme des intérêts payés correspond à une grande partie de la dette. Donc tout ça, ce sont des normes, etc. Moi, je ne dis pas qu'il faut laisser la dette exploser. C'est pas ce que je dis. Mais en même temps, est-ce qu'il est normal, et ça correspond à ce que peuvent dire certains candidats d'ailleurs, est-ce qu'il est normal qu'on intègre dans le calcul, non plus de la dette publique, mais du déficit budgétaire, les dépenses d'investissement? Non, moi je dis non. J'entends très bien ce que vous venez de me dire, mais il n'empêche que le poids de la dette est une réalité. Mais je ne dis pas que c'est pas une réalité. Sur les générations futures et donc sur les salariés qui demain chercheront un emploi. Ben oui, mais d'ores et déjà, il y a quand même combien de salariés au chômage? Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser exploser la dette, mais attendez, qu'est-ce que c'est? Si c'est pour des dépenses de fonctionnement, je comprends que ça pose problème. Si c'est sur des dépenses d'investissement, il faut regarder les choses différemment. Et c'est des modes de calcul. Comme tout calcul, c'est une norme. Moi, je dis cette norme des 3%, il faut la revoir. J'ai envie qu'on parle de la philosophie finalement de ces programmes. J'essaie de vous faire dire, on a l'impression que la philosophie du programme d'Hamon, ça doit marcher avec les objectifs de Force ouvrière. Non, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. On peut trouver des points de désaccord. On énormément le dialogue et il veut le renforcement du pouvoir des salariés dans les entreprises. Enfin, oui, mais ça, moi, je ne demande pas obligatoirement un renforcement du pouvoir des salariés dans les entreprises. Qu'on ait plus de procédures d'information, ça, c'est formidable chez Force ouvrière, c'est que vous êtes toujours paradoxaux. Mais non. Si. Moi je vous le dis. Non, ça dépend de la conception qu'on a du syndicalisme. Le syndicat n'est pas fait pour co-gérer l'entreprise. On co-gère effectivement ce qui est régime paritaire, on n'est pas fait dans l'entreprise, on n'est pas fait pour co-gérer. D'autres syndicats le souhaitent, c'est leur droit, on n'est pas fait pour co-gérer. Vous savez, quand il y a des salariés dans les conseils d'administration, on a ça chez nous aussi, y compris des militants FO, ils ne sont pas en situation de peser sur les décisions de l'entreprise. Sinon, on transforme en coopérative et c'est autre chose. Et la cogestion à l'allemande, ça vous intéresse pas comme l'évoque? C'est quoi la cogestion à l'allemande? En Allemagne, ça permet aux ouvriers dans les grandes entreprises, dans les conseils de se bâtir un avenir, de se construire des maisons et d'avoir des salaires qui sont plus importants que les salaires en France. Oui, dans les grandes entreprises. Oui. Il y a un autre système de fonctionnement. Je ne dis pas, moi, je ne juge pas. Je sais pas, mais si vous me dites, on oublie les salariés des grandes entreprises et on se préoccupe des gens qui sont en difficulté, je veux bien. Non, je ne dis pas qu'il faut oublier. C'est plus ça vient de Secours catholique. Non, mais je ne dis pas que dans les grandes entreprises. Dans le système allemand, c'est conseil de surveillance directoire. C'est pas des conseils d'administration. Oui, c'est déjà différent. Donc, il y a une distinction à faire. Conseil de surveillance, effectivement, il y a une quasi-parité. Donc, c'est leur système qui a été mis en place après la guerre. Moi, je ne le juge pas. C'est pas obligatoirement une revendication de mon organisation. Je passe à François Fillon. Est-ce que c'est vraiment la purge? Et est-ce que la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, ou les 500 000 fonctionnaires, ça va mettre la France dans la rue? On ne sait rien, on verra bien, une chose à la fois, comme j'ai dit. Pour le moment, attendez, moi j'ai fait savoir, on n'a pas vu François Fillon, mais hier, par exemple, on a vu Gérard Larcher, il y a à la fois les questions de méthode et les questions de fond. Si je prends la question des fonctionnaires, pardonnez-moi que ce soit 100 000, 150 000, 500 000, c'est stupide. C'est de raisonner sur le service public d'une manière générale avec des chiffres sur le nombre de fonctionnaires, c'est stupide. Ce que nous demandons, et c'est pas un hasard si ni Nicolas Sarkozy l'a fait, ni François Hollande l'a fait, on veut d'abord un débat sur le rôle et les missions du service public. Que ce débat ait lieu, que ça conduise le pouvoir public, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, à dire voilà notre conception du service public et sur quoi ça doit porter. Après, on discute de qui le gère, l'État, la région, le département. Pardonnez-moi, vous voulez me dire que si on arrive à un consensus, par exemple dans un dialogue avec un syndicat comme le vôtre, sur où est-ce qu'il en faut, on peut aussi avoir une discussion, ou est-ce qu'il en faut moins? Ça peut arriver à un endroit ou pas. Mais d'ailleurs, remarquez bien. Oui, non, mais attendez, mais quel est...
Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Soit il y a une discussion, soit il n'y en a pas. Oui, mais la première discussion à laquelle qu'on doit avoir et qu'on réclame depuis 2007, c'est ce débat. Pourquoi il n'a pas lieu, ce débat? C'est quand même... il n'a pas lieu. En tout cas, le candidat de la droite et du centre, il fait un constat, Jean-Claude Mailly. Il dit « La France n'était pas sous-administrée en 2002 et ça correspond exactement au nombre de fonctionnaires en moins que je voudrais à la fin de mon quinquennat. » Vous contestez cette notion? Oui, écoutez, franchement, ça dépend. Enfin, moi, j'aime bien... On les retire où, les fonctionnaires en question? Où on les supprime? Quel secteur d'activité? Aucun ne dit dans quel secteur d'activité va les supprimer. Les hôpitaux? Non. La police? Non. Les finances, ils sont déjà à l'os. Alors, quel endroit précis, on va dire, il faut moins de fonctionnaires? La désertification des services publics? On continue sur la désertification des services publics? Je crois que ça génère, comme l'expliquent certains auteurs comme Christophe Guilly et d'autres, ça génère certains votes aux élections. Bon, mais au moins qu'on ait ce débat sur... et arrêtons de dire la République... oui, il faut du service public. Moi, je ne demande pas à ce que l'État gère tout, pas du tout. Mais il faut du service public et y compris, il faut qu'il n'y ait plus de désertification. Ça ne veut pas dire qu'il faut réinstaller... les services publics partout, mais en tous les cas, des maisons de services publics, oui. 57% de notre richesse nationale file à l'entretien de notre secteur public au sens le plus large. Ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup, suffisant? C'est ni suffisant ni pas beaucoup, ça ne me choque pas. Parce que là encore, on nous dit, voilà, 57%, c'est plus que tel ou tel autre pays, mais on compare les torchons et les serviettes. C'est pas parce que si la dépense est privée, l'activité a lieu. Dans d'autres pays, elle est privée. C'est pareil en cas de protection sociale. Mais elle a lieu quand même, cette dépense. Alors pourquoi? Parce que c'est public, ce serait moins bien. Comparons ce qui est comparable. Parce que ça ne met pas la même somme, enfin les mêmes sommes d'argent dans ce qu'on pourrait appeler le marché et qui crée lui aussi de la richesse et qui se reporte à un moment sur les salariés. C'est la question, par exemple, de se dire est-ce qu'il y a un certain nombre de missions de service public qui aujourd'hui peuvent être confiées à des entreprises privées, ce qui ne génère pas des retraites qui seront payées à les fonctionnaires pendant des années et des années. Enfin voilà, c'est des choses de... Non, je pense sincèrement que si on prend par exemple le terrain de la protection sociale collective et de l'assurance maladie, il faut mieux avoir un système de type européen, je dirais, après il est géré différemment dans les pays, qui est un système de service public qu'un système à l'américaine, privé, très inégalitaire. Voilà. Donc, et qui ne coûte pas plus cher. Les frais de gestion de la Sécu en France, c'est 4 à 5%. C'est beaucoup moins cher qu'une compagnie d'assurance. On parle un petit peu d'Emmanuel Macron. Et il veut vous déposséder de l'assurance chômage. Bon, c'est pas. Faudrait qu'il apprenne un peu plus ce que c'est que l'assurance chômage. Parce que qu'est-ce qui reste comme pouvoir aujourd'hui aux syndicats et au patronat? La négociation de la convention d'assurance chômage. Et la gestion de l'UNEDIC, mais il doit y avoir 150 ou 200 personnes. Oui, d'accord. C'est pas rien. Non, ben si, parce que tout le reste, c'est quoi? C'est Pôle emploi. Pôle emploi, ce qui a été la fusion des ACDIC et de la NPE. Qui contrôle Pôle emploi? L'État. C'est déjà l'État qui contrôle Pôle emploi. Donc ça veut dire quoi? Je ne pense pas d'ailleurs que, vous voyez que je ne suis pas un étatiste, je ne pense pas d'ailleurs que la gestion par l'État soit meilleure que la gestion qui existait auparavant sur les ACDIC. Donc, ou alors c'est autre chose. Après, au-delà de la question du paritarisme, comme je l'ai toujours dit, c'est considérer que c'est toujours une école de responsabilité pour les uns, pour les autres. Ce serait quoi la solution pour combler le déficit dont on n'arrive pas pour l'instant à se dépatouiller? Bah oui, c'est compliqué de se dépatouiller du déficit pour deux raisons. Ça veut dire que le chômage est à un niveau très élevé. Encore, première raison. Et on a une négociation difficile avec le patronat, encore en ce moment. J'espère qu'on aboutira. On verra bien dans les semaines à venir. Mais le patronat veut systématiquement faire les économies sur le dos des salariés. Il veut rien payer. Bon, je vous donne un exemple. Nous demandons, mais les autres syndicats aussi, nous demandons à ce qu'on remonte le plafond pour les cotisations et les prestations. Au-delà, aujourd'hui c'est 13 000 euros. Au-delà de 13 000 euros, les artisans ils sont d'accord, ils ne sont pas concernés. Les PME aussi, le MEDEF non, mais parce que on touche là aux principaux dirigeants. Voilà, mais ça c'est doubler le plafond, c'est par exemple 500 millions de recettes supplémentaires à peu près. C'est pas rien. Bon, donc moi je pense que il y a des solutions qui sont tout à fait possibles. Et le paritarisme a montré ses preuves. Maintenant, il y a un déficit. Il y a d'ailleurs une bonne partie du déficit qui, historiquement, et on le remet, et ça, la syndicale et le patronat sont d'accord là-dessus, qui est de la responsabilité de l'État. Emmanuel Macron veut l'alignement des régimes des retraites. C'est perçu par beaucoup de Français comme une mesure, on va dire, de justice. Qu'est-ce que vous répondez ? Je comprends que ça puisse être perçu comme ça, puisque la présentation qu'il en a faite, c'est 1 euro donne droit à la même chose pour tout le monde. Exactement. En termes de retraite. Bon, alors ça, a priori, ça paraît équitable. Sauf que c'est un système, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais ce qu'on appelle un système de compte notionnel, qui a été expérimenté dans d'autres pays, pas avec succès d'ailleurs.
y compris en Suède. En Suède, c'était un des premiers pays à l'avoir fait. Ils sont en train de revenir, ils sont revenus en arrière, et même un des concepteurs a dit que c'était une erreur, parce que c'est un système beaucoup plus individualisé. Beaucoup plus individualisé. C'est un système qui risque de conduire à des retraites plus faibles, et c'est pas un hasard s'il dit 10 ans. C'est pas simplement pour discuter. Absolument. 10 ans, c'est la période nécessaire pour créer un fonds de pension et qu'il puisse fonctionner. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y aurait un risque d'un système à minima et un système par capitalisation. Mais dans tous les cas de figure, quel que soit le système, on redistribue des retraites toujours sur les richesses produites à un moment donné. Emmanuel Macron reste pour l'instant un objet politique encore assez mal identifié. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment vous parleriez de son programme. Qu'est-ce que vous comprenez du programme comment le qualifiez-vous? Quel mot vous employez pour parler du programme d'Emmanuel Macron? Je lui ai dit d'ailleurs. Je trouve que c'est un programme. On l'appelle libéral social ou social libéral, peu importe, mais c'est là que je le classerai, oui. Plutôt, c'est pas, pour être clair, c'est pas un programme social-démocrate, c'est plus un programme social-libéral. Ça vous inquiète? Ou c'est intéressant? Je considère que le social-libéralisme en France comme ailleurs n'a pas permis, y compris en Europe, on a position unanime des syndicats là-dessus au niveau européen, en tous les cas n'a pas permis de sortir des difficultés. Et puisque je vous tiens, il faut qu'on parle de la fameuse clause Molière qui vise à employer les ouvriers qui causent français sur les chantiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une erreur. Franchement, je crois que il y a un côté politicien pendant une campagne, il y a un côté démagogique. Le principal sur les chantiers, c'est qu'ils soient tous payés de la même manière. C'est plus important que les conditions de sécurité. Qu'on puisse appeler après, etc., qu'on puisse les appeler, quand il y a un problème de langue, qu'on les intègre, etc. Je dis pas. Il y a des morts dans le bâtiment dont on peut se dire, c'est un des corps de métier où il y a aujourd'hui le plus de morts relevés. Malheureusement. Mais bien entendu, c'est pas nouveau. Mais j'entendais notamment un responsable de la CGT expliquer que l'usage du français aide tout simplement à éviter des accidents, que c'est pas rien. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, s'il y a des problèmes de langue, apprendre et les aider à apprendre. Ça se fait d'ailleurs dans pas mal d'entreprises. Mais je pense que sortir ça, la clause Molière, comme ça, comme on l'appelle, sortir ça en pleine campagne électorale dans le contexte où on est, il y a un côté politicien et démagogue. Renault est attaqué en ce moment. Cette firme est peut-être en train de devenir la première firme automobile au monde. Vous pensez qu'on doit lui demander des comptes ou qu'il faut la protéger parce que c'est un fleuron français et qu'en gros, on sait qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises automobiles ont dû à un moment ou à un autre tricher sur ces chiffres. Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, faut faire front ou faut en demander plus? Non, attendez, s'il y a eu, en plus c'est l'administration française qui dit. En l'occurrence Bercy. Oui, c'est Bercy qui a sorti le dossier. Il faut regarder, mais en tous les cas, attention, c'est quand même une entreprise comme d'autres, les entreprises automobiles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas régler les problèmes, mais attention à ne pas flinguer l'entreprise. Attention à ne pas flinguer l'entreprise. Ah oui, bien sûr. Même si ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas régler le problème, mais bien entendu. L'exécutif français presse les fonctionnaires de faire enfin les 35 heures. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ils n'y sont pas. Ouais, écoutez, il y en a beaucoup qui y sont. Je n'ai pas les chiffres dans le détail, mais qu'ils fassent les 35 heures, c'est la durée légale du travail. Bon, ça ne me choque pas. Alors, s'il y a des endroits où ils les font pas, il faudrait voir où c'est. Mais 35 heures, c'est la durée légale, donc ça doit être 35 heures. Ça sous-entend surtout ça sous-entend pas en avers qu'ils ne les font pas en ce moment. Oui, parce qu'il y a dû y avoir des accords ici ou là, voilà. Oui. Bon, alors mais s'il y a ça vous choque pas? Non, mais si c'est fait sous forme d'accord à un moment donné pour une raison ou une autre, c'est bien qu'il y a eu deux parties pour signer l'accord. Bon, c'est donc un Jean-Claude Mailly très tolérant que j'ai reçu ce soir sur LCI. Je vous remercie d'être venu nous voir. Bonne soirée Jean-Claude Mailly. Merci. Bonne soirée à vous. L'émission est diffusée ce soir.